Milliardaire abandonne son fils, mais ce que dit le juge change tout. Avant de découvrir cette magnifique histoire, sachez que votre soutien me touche énormément. Abonnez-vous, cela m'aide vraiment à vous offrir plus de récits émouvants. Et voici ma promesse. Je réponds personnellement à chaque commentaire. Dites-moi d'où vous nous regardez dans le monde. J'adore créer ces liens précieux avec vous tous. Maintenant, plongeons ensemble dans ce conte extraordinaire. Le marteau du juge s'abattit sur le bureau d'acajou dans un fracas qui fit trembler les murs de la salle d'audience bondée du centre-ville de Chicago. Ce qui se passa ensuite allait bouleverser l'existence d'un minuscule petit garçon dont le père milliardaire croyait que l'argent pouvait lui acheter la liberté de fuir ses responsabilités. Mais parfois, la justice parle plus fort que la richesse. L'histoire avait commencé 18 mois plus tôt, dans les tours étincelantes de Manhattan, où le magnat de la technologie Jonathan Whitfield régnait sur un empire de 12 milliards de dollars. Son appartement-terrasse dominant Central Park était un monument au succès, rempli d'œuvres d'art rares et de baies vitrées du sol au plafond qui embrassaient la ville qu'il avait conquise. Mais derrière toute cette richesse se cachait un homme qui avait oublié ce que signifiait être humain. Quand Sarah Chen était entrée dans sa vie, elle n'était qu'une consultante de plus, engagée pour rationaliser les opérations de son entreprise. Elle était brillante, dévouée et complètement indifférente à sa fortune. Pour la première fois depuis des années, Jonathan avait rencontré quelqu'un qui le défiait, quelqu'un qui voyait au-delà de l'argent jusqu'à l'homme creux qu'il était devenu. Leur relation fut passionnée, mais compliquée. Une romance tumultueuse qui brûla vive et rapide. Mais quand Sarah découvrit qu'elle était enceinte, tout changea. La réaction de Jonathan ne fut ni joie ni excitation. Ce fut un calcul froid. Il voyait ce bébé non pas comme son enfant, mais comme une menace à sa vie soigneusement construite. Il offrit de l'argent à Sarah, beaucoup d'argent, pour qu'elle disparaisse. Quand elle refusa, choisissant plutôt d'élever leur enfant avec dignité et amour, Jonathan prit une décision qui allait le hanter. Le petit Michael naquit par un matin neigeux de décembre à l'hôpital Mount Sinai. Sarah serra son fils contre elle pour la première fois, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'elle lui murmurait des promesses d'amour et de protection. Mais quelques heures seulement après l'accouchement, la tragédie frappa. Sarah souffrit de complications soudaines, une affection rare que les médecins ne purent inverser. Alors qu'elle rendait son dernier souffle, elle fit promettre une seule chose aux infirmières, que son bébé saurait qu'il était aimé. Jonathan arriva à l'hôpital, s'attendant à signer quelques papiers et à repartir. Au lieu de cela, il se retrouva à fixer un minuscule nourrisson dans l'unité de soins intensifs néonatale, les yeux sombres de son fils semblant le transpercer du regard. Pendant un instant, juste un instant, quelque chose remua dans sa poitrine. Mais ce sentiment fut rapidement enfoui sous des années de murailles émotionnelles qu'il avait érigées pour se protéger. Les funérailles furent modestes, n'assistant que quelques amis proches et collègues de Sarah. Jonathan se tenait au fond, étranger à la femme qui avait porté son enfant. Après la cérémonie, l'assistante sociale s'approcha de lui avec le petit Michael, emmitouflé dans une couverture bleue. « Monsieur Whitfield, votre fils a besoin de vous maintenant », dit-elle doucement. Mais Jonathan avait déjà fait son choix. Il s'en alla ce jour-là, abandonnant son enfant aux services sociaux. Il se dit que c'était mieux ainsi, qu'il n'avait pas l'étoffe d'un père, que le bébé serait mieux sans lui. Il se replongea dans son travail, voyagea à travers le monde, gagna encore plus d'argent, essayant d'oublier ce petit visage qui hantait ses rêves. Le petit Michael fut placé chez la famille Rodriguez, parents d'accueil dans le Queens, qui ouvraient leur cœur aux enfants qui n'avaient nulle part où aller. Elena et David Rodriguez accueillaient des enfants depuis 15 ans, et ils aimèrent Michael dès l'instant où il arriva. Ils le virent faire ses premiers pas, entendirent ses premiers mots, célébrèrent chaque étape comme s'il était de leur sang. Mais le système judiciaire avait d'autres plans. Après 8 mois, un juge décida que Michael devait être rendu à son père biologique, invoquant la capacité financière de Jonathan à subvenir aux besoins de l'enfant. La famille Rodriguez eut le cœur brisé.
Mais Elena prépara une petite valise avec les vêtements de Michael et son éléphant en peluche favori, ses larmes tombant sur la minuscule tenue qu'elle avait achetée avec amour. L'affaire fit les gros titres à travers New York. Milliardaire forcé d'accepter la garde de son fils indésirable, proclamait la première page du Daily News. Les avocats de Jonathan combattirent agressivement la décision, arguant qu'il n'avait jamais consenti à la paternité, qu'il ne devait pas être forcé dans un rôle qu'il ne voulait pas. Ils déposèrent requête sur requête, dépensant des centaines de milliers de dollars pour essayer de garder un bébé hors de la vie de son père. L'audience finale fut programmée pour un jeudi matin au tribunal familial de Manhattan. La salle d'audience débordait de journalistes, d'assistants sociaux et de défenseurs des droits de l'enfant. Le juge Patricia Williams, une femme connue pour son équité et sa protection farouche des enfants, présidait cette affaire qui avait captivé l'attention de la ville. L'équipe juridique de Jonathan présenta ses arguments avec une précision glaciale. Ils parlèrent de son emploi du temps chargé, de ses voyages incessants, de son manque d'expérience avec les enfants. Ils dressèrent le portrait d'un homme dont la richesse le rendait inapte à la paternité, comme si l'argent pouvait excuser l'abandon. Mais alors Elena Rodriguez vint à la barre, les larmes coulant sur son visage. Elle décrivit le garçon qu'elle en était venue à aimer comme le sien. Elle parla de son rire, de la façon dont il battait des mains quand il entendait de la musique, comment il tendait les bras vers elle quand il avait peur. « Ce bébé n'a pas besoin d'argent, dit-elle, la voix brisée. Il a besoin d'amour. Il a besoin de quelqu'un qui le désire. » L'assistante sociale témoigna de l'importance des liens biologiques, d'études montrant que les enfants s'épanouissent quand ils connaissent leur héritage. Des psychologues pour enfants parlèrent d'attachement et d'abandon, des effets à long terme du rejet parental. Durant tout ce temps, Jonathan resta assis, impassible à la table des défendeurs, son costume coûteux et sa coiffure parfaite le faisant ressembler davantage à un prévenu dans une affaire de fraude d'entreprise qu'à un père luttant pour son droit d'abandonner son enfant. Le juge Williams écouta des heures de témoignage, son expression devenant plus grave à chaque témoin. Quand les avocats terminèrent leur plaidoirie, elle appela une brève suspension. La salle d'audience bourdonna de spéculations sur sa décision. Quand la cour reprit, le juge Williams regarda directement Jonathan. Sa voix était mesurée mais ferme quand elle commença à parler. « Monsieur Whitfield, j'ai entendu vos avocats arguer que vous n'êtes pas équipé pour être père à cause de votre richesse et de votre style de vie. Je les ai entendus dire que cet enfant serait mieux sans vous. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Mais il y a quelque chose que vos avocats coûteux semblent avoir oublié. Il ne s'agit pas de ce qui vous convient. Il ne s'agit pas de vos horaires d'affaires ou de vos plans de voyage ou de votre niveau de confort avec les couches. » Jonathan bougea inconfortablement sur son siège, ses avocats échangeant des regards inquiets. « Il s'agit d'un petit garçon qui a perdu sa mère et mérite de connaître son père. Il s'agit de responsabilité, des choix que nous faisons et des conséquences que nous devons affronter. Vous avez aidé à créer cet enfant, Monsieur Whitfield. Cela vous rend responsable de lui, que cela vous plaise ou non. » La salle d'audience était complètement silencieuse, suspendue à chaque mot. Le juge Williams se pencha en avant, ses yeux ne quittant jamais le visage de Jonathan. « Votre requête pour faire cesser vos droits parentaux est refusée. De plus, j'ordonne un transfert immédiat de la garde. Ce petit garçon rentre chez lui avec son père aujourd'hui. » La foule éclata en murmures et en halètements, mais le juge Williams n'avait pas fini. « Et Monsieur Whitfield, dit-elle, sa voix perçant le bruit comme une lame. » Elle marqua une pause pour l'effet dramatique, et quand elle parla à nouveau, ce fut avec l'autorité de quelqu'un qui avait passé 30 ans à se battre pour des enfants qui ne pouvaient se battre pour eux-mêmes. Amour. Ce simple mot flotta dans l'air comme un défi, comme un commandement, comme une promesse de ce qui pourrait être. Le juge Williams continua. « C'est ce dont votre fils a besoin de vous. Pas de votre argent, pas de vos relations, pas des privilèges que votre richesse peut acheter. Il a besoin de votre amour. Et si vous ne pouvez pas lui donner cela, alors vous êtes plus pauvre que tout homme que j'ai jamais vu dans cette salle d'audience. »
Jonathan sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, un mur qu'il avait si soigneusement construit commençant à s'effriter. Pour la première fois depuis des mois, il pensa à Sarah, à la femme qu'il avait aimée malgré ses défauts, qui avait choisi de mettre leur enfant au monde, même quand lui s'était détourné. 1 heure plus tard, Jonathan tenait son fils pour la première fois. Michael le regarda avec les yeux de Sarah. Et en cet instant, le milliardaire qui pensait avoir tout réalisa qu'il avait vécu sans rien du tout. La transformation ne fut pas immédiate, mais elle fut réelle. Jonathan apprit à changer les couches, à lire des histoires au coucher, à consoler son fils quand les cauchemars venaient. Il découvrit que l'amour n'était pas quelque chose qu'on pouvait acheter ou négocier ou déléguer à des assistants. C'était quelque chose qu'il fallait choisir chaque jour, un petit geste à la fois. Le juge Williams avait raison. Parfois, la chose la plus riche que vous puissiez donner est celle qui ne coûte rien du tout.